À leur tête, un avocat de 58 ans, Bill Donovan, qui va réécrire les règles de la guerre. Ces agents secrets vont bientôt affronter complot et trahison en Afrique du Nord, leur baptême du feu en quelque sorte. Ce sont ceux de l'OSS. Été 1940. Tandis que la bataille d'Angleterre fait rage, un émissaire secret du président des États-Unis arrive à Londres. En cette heure tragique où les Londoniens doivent se terrer dans les abris, celui-ci veut savoir: la Grande-Bretagne a-t-elle, oui ou non, une chance de survivre? Ou est-elle à tout jamais perdue? Sous les bombes nazies, Winston Churchill révèle alors à l'envoyé de Washington certains secrets vitaux de l'Angleterre. Il est mis au courant de toutes les opérations secrètes menées par les renseignements britanniques. On lui parle espionnage, sabotage, actions clandestines. Et il mesure soudain l'impérieuse nécessité d'inventer un nouveau mode de guerre. Le mystérieux émissaire repart, convaincu que l'Angleterre peut s'en sortir. De retour aux États-Unis, il plaide auprès du président. L'Angleterre a besoin de ravitaillement et l'Amérique d'espions, une agence secrète qui puisse faire la guerre selon ses propres règles. Nom, William Donovan, âge 58 ans. Surnommé aussi Wild Bill, pour avoir, pendant la Grande Guerre, mené ses soldats droit sur les mitrailleuses allemandes en leur hurlant « Qu'est-ce que vous croyez, que vous pourrez vivre éternellement ?» Ces faits d'armes lui ont valu la médaille d'honneur du Congrès. Et il est devenu par la suite un avocat extrêmement réputé. C'est donc un homme influent qui recommande aujourd'hui que l'Amérique se prépare activement à la guerre. Donovan n'ignore rien de la brutalité des méthodes nazies. Un ennemi implacable qui n'hésite pas à utiliser torture et exécution pour imposer sa loi. Face à un tel ennemi, il faut se donner les moyens d'agir. Il réclame donc la création d'une agence capable de relever ce défi. Le président Roosevelt donne son accord et crée l'OSS, le Bureau des services stratégiques. Et c'est bien sûr Donovan qui dirigera l'OSS, avec le panache qui a caractérisé toute sa vie. Il recrute les meilleurs éléments de la promotion 41, dans les plus prestigieuses universités de la côte Est et les plus riches familles du pays. Mais aussi des perceurs de coffres-forts, des faussaires, et même des gens du cirque. Bref, des hommes et des femmes d'horizons les plus divers. Dans son équipe, il y a aussi John Ford, le grand réalisateur hollywoodien, dont la caméra saisira des images sur le terrain. Un membre des Red Sox, Moe Bird, un diplômé de l'université de Princeton qui parle 11 langues. Sterling Hayden, l'acteur de cinéma qui troquera sa vie devant la caméra pour l'action derrière la ligne yougoslave. Et même un futur cordon bleu de Smith College du nom de Julia Child, qui sera envoyé en Chine. Ces agents, encore novices, vont être formés à l'art de l'espionnage, comme le montre ce film de l'OSS. From the moment of their induction, the identities of the recruits remain a carefully guarded secret, which explains the use of masks in this film. From whence they came, or for what perilous mission they're being prepared, is the concern of nobody at camp.
Ils sont placés dans des situations difficiles pour tester leur sang-froid sous le feu de l'ennemi. Ils apprennent à se servir de radios clandestines miniatures, spécialement conçues pour l'espionnage. À écrire des messages à l'encre sympathique. À maîtriser l'art du sabotage. Ils deviennent maîtres ès déguisement, apprenant comment de subtils changements de tenue ou d'attitude peuvent radicalement modifier une apparence. Ils apprennent à se fondre dans leur environnement de manière qu'aucun de leurs gestes, aucune de leurs paroles ou de leur tenue ne les trahissent. Et enfin, ils apprennent à tuer, à main nue, dans des combats où les règles de la guerre ne sont plus respectées. L'équipe de Donovan imagine des armes aussi pratiques qu'excentriques, qui vont du primitif au génial. Il y a Tante Marie, un explosif que l'on mélange comme une pâte à gâteau et qui saute comme de la dynamite. La Belle au bois dormant, un sous-marin une place pour des opérations de sabotage. Un harnais de parachute pour récupérer les agents en territoire ennemi. Un pistolet ventouse, capable de lancer une bombe et de détruire un tank à une distance de 250 mètres. Ou le Casey Jones, un appareil explosif sophistiqué pour faire sauter les trains et couper les lignes de ravitaillement. L'OSS peut faire face à n'importe quel ennemi, sauf à ceux qu'il rencontre à Washington. Pour ses détracteurs, le sigle OSS signifie aussi sociable, aussi secret et pourquoi pas aussi stupide. L'ancêtre de la CIA est sans arrêt en butte aux obstructions et peaux de banane du FBI et des renseignements militaires qui le jalousent furieusement. Et lorsque l'Amérique entre en guerre, Donovan sait que ses recrues vont devoir faire leurs preuves au combat. Mais l'occasion se présentera plus tôt qu'il ne le croit, lors du premier débarquement allié de grande envergure en Afrique du Nord. Tanger, 1942. Situé sur le détroit de Gibraltar, à une cinquantaine de kilomètres de l'Espagne, Tanger est alors un port international essentiel par son importance stratégique. C'est aussi le paradis des trafiquants, des voleurs et autres laissés pour compte de tout pays. Ces cafés regorgent d'informateurs et d'espions. On compte autant de saboteurs et d'agents doubles que de marchands arabes vendant couvertures multicolores et nourriture exotique. C'est dans cette Mecque du complot et de la trahison que Wild Bill Donovan envoie son premier agent clandestin. Nom, colonel William Eddy, âge 45 ans. Héros de la Première Guerre mondiale. Né en Syrie de parents missionnaires, il a habité le Caire pendant longtemps et parle couramment l'arabe. Il a quitté son poste de président de l'université Hobart à New York par besoin d'action. Il connaît sur le bout des doigts les problèmes interethniques et politiques de l'Afrique du Nord. Sa couverture à Tanger, attachée à l'agriculture au consulat américain. Sa mission, monter une équipe de l'OSS chargée de rassembler des renseignements et de préparer le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Une Afrique du Nord où la guerre fait rage.
Le tristement célèbre Afrika Korps d'Hitler, sous le commandement du maréchal Rommel, est déjà dans le désert de Libye. Le renard du désert livre à la 8e armée britannique un combat à mort pour le contrôle du continent africain. Le nord de la France est entre les mains des nazis. Le sud, ainsi que les colonies, ont été provisoirement laissés au gouvernement de Vichy. Nous sommes alors à l'apogée de la collaboration et les nazis n'ont qu'à se louer de son attitude et parfois même de son zèle. L'essentiel de la marine et de l'armée française sont en Afrique du Nord. Mais beaucoup d'hommes rejettent Vichy et languent du côté de la France libre. Le premier objectif de l'OSS va donc consister à enrôler les dissidents et à gagner la confiance des fières tribus du Rif par le biais de leur chef. Pour cela, on met sur pied un réseau de communication à travers toute l'Afrique du Nord et le colonel Eddy établit un PC radio clandestin à Tanger. Très vite, de précieux renseignements commencent à affluer, envoyés par ses agents au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Les quartiers généraux de l'OSS à Washington et Londres reçoivent bientôt régulièrement des informations sur les conditions des plages et des ports, sur les mouvements des troupes de l'Axe et sur les vents politiques ô combien changeants. Le colonel Eddy travaille avec la résistance, qui contribue à la préparation du débarquement, notamment en fournissant des renseignements et en organisant des opérations de sabotage. Les tribus marocaines, bien que généralement hostiles aux Occidentaux, représentent la force de résistance la plus puissante de la région. Et Donovan sait à quel point il a besoin d'elle. Il recrute donc Carlton Coon, anthropologue de Harvard, grand spécialiste des tribus marocaines, qu'il envoie à Tanger pour convaincre les populations du Rif de soutenir la cause des Alliés. Et dans cette mystérieuse fourmilière, le professeur prend contact avec le chef de la plus puissante organisation religieuse du Maroc et en échange de 50 000 francs, lui propose de travailler pour l'OSS. Coon dispose à présent de 10 000 cavaliers arabes, prêts à faciliter le débarquement allié. Juillet 1942. Les Alliés donnent le feu vert à l'opération Torche. L'OSS commence par armer la résistance. Carlton Coon fait des dizaines d'allers-retours entre Tanger et Gibraltar, sous l'œil méfiant des Allemands. Il utilise sa couverture de diplomate pour faire passer des armes aux résistants français et arabes. L'OSS fait également passer la frontière à un pilote maritime hors pair caché dans le coffre d'une voiture. C'est lui qui aidera la flotte alliée à se repérer le long des côtes d'Afrique du Nord. L'OSS déclenche ensuite une opération d'intoxication, destinée à faire croire aux Allemands que le débarquement allié aura lieu plus au sud, à la hauteur de Dakar, sur les côtes de l'Afrique occidentale française, alors qu'en fait, il se fera au Maroc et en Algérie. Donovan réunit ses agents et leur dit « Notre avenir tout entier dépend du dénouement de l'opération Torche et de l'exactitude de nos renseignements. » 8 novembre 1942. Destination, le Maroc et l'Algérie. Depuis Londres, un message codé est diffusé à la BBC. Écoute, écoute. Robert arrive. C'est le signal qu'attendent les forces pro-alliées. Faisant appel à toutes ses connaissances du français, le président des États-Unis s'adresse aux populations d'Afrique du Nord. Rendez-vous Concorde, où vous pouvez, mes amis,
et nous voulons revenir le jour glorieux quand la liberté et la paix régneront de nouveau dans le monde. Vive la France éternelle! Un discours suivi de l'hymne national des deux pays. C'est maintenant à la résistance d'entrer en action. Sous la direction de l'OSS, les résistants français et arabes sabotent les lignes de téléphone et de chemin de fer et fournissent des renseignements essentiels, tandis que les premières troupes alliées débarquent. À Casablanca et Alger, les troupes françaises de Vichy n'opposent que peu de résistance, comme l'avait prévu l'OSS. Le débarquement les prend totalement par surprise. La ruse de l'OSS a merveilleusement fonctionné. Les sous-marins et les navires de guerre allemands guettent la flotte alliée, à quelques 2400 km au sud, au large de Dakar. Les Alliés ont tôt fait d'établir une tête de pont. Et ils poussent vers l'est pour engager l'Afrika Korps. Ils s'emparent de ports et d'aérodromes clés dans toute l'Afrique du Nord et ne tardent pas à contrôler les principaux couloirs de navigation de la Méditerranée. Pour Hitler, l'opération Torche tourne au pire des cauchemars. Rommel est obligé de diviser ses forces pour livrer une impossible bataille. Pris en étau entre les blindés de Montgomery à l'est et ceux de Patton à l'ouest. 6 mois après l'opération Torche, après d'interminables batailles dans le désert aride, le renard du désert est battu. L'orgueilleux Afrika Korps doit se rendre. Dans les derniers jours du combat, 250 000 soldats de l'Axe se sont faits prisonniers. Les Alliés disposent à présent d'un tremplin pour débarquer en Sicile et en Italie, le talon d'Achille de l'Europe hitlérienne. L'OSS a puissamment contribué à la libération de l'Afrique du Nord, un tournant décisif dans la guerre contre l'Allemagne. Et il va continuer à se distinguer tout au long de cette guerre. Dans les Balkans, il parviendra à récupérer plus d'1 millier de pilotes alliés abattus derrière les lignes nazies. En France, ces équipes aideront la résistance à s'armer et à s'organiser pour harceler les Allemands lors du débarquement en Normandie. En Chine et en Birmanie, ces partisans infligeront de lourdes pertes à l'armée japonaise. Pourtant, malgré ces succès, les jours de l'OSS sont comptés. Car avec la disparition du président Roosevelt, Donovan perd son plus précieux allié à Washington. Le nouveau président, Harry Truman, qui voit en Donovan une menace politique, le décore, lui serre la main et dissout l'OSS. Donovan s'en va de bonne grâce, fier de ce qu'il a accompli. Et de fait, l'OSS compte parmi les unités les plus médaillées de la Deuxième Guerre mondiale. Bilan, 300 blessés, 143 morts, dont un grand nombre sans sépulture. Des héros anonymes qui ont travaillé en secret derrière les lignes ennemies. À la fin de la guerre,
l'Amérique se retrouve aussi mal préparée à la paix qu'elle l'était à la guerre. Moscou. Tandis qu'ils célèbrent eux aussi la paix, les Soviétiques préparent en coulisses un nouveau mode de guerre. Froide, celle-là. William Donovan pressent ce qui va arriver. Il conseille la mise sur pied d'une grande agence d'espionnage pour le conflit qui se prépare. Et 2 ans après la dissolution de l'OSS, naît la CIA, constituée à partir d'un noyau d'anciens de l'OSS. Une véritable dynastie d'espions, née grâce à Wild Bill Donovan, un grand maître de l'espionnage américain. Été 1940. Tandis que la bataille d'Angleterre fait rage, un émissaire secret du président des États-Unis arrive à Londres. En cette heure tragique où les Londoniens doivent se terrer dans les abris, celui-ci veut savoir: la Grande-Bretagne a-t-elle, oui ou non, une chance de survivre? Ou est-elle à tout jamais perdue? Sous les bombes nazies, Winston Churchill révèle alors à l'envoyé de Washington certains secrets vitaux de l'Angleterre. Il est mis au courant de toutes les opérations secrètes menées par les renseignements britanniques. On lui parle espionnage, sabotage, actions clandestines. Et il mesure soudain l'impérieuse nécessité d'inventer un nouveau mode de guerre. Le mystérieux émissaire repart, convaincu que l'Angleterre peut s'en sortir. De retour aux États-Unis, il plaide auprès du président. L'Angleterre a besoin de ravitaillement et l'Amérique d'espions, une agence secrète qui puisse faire la guerre selon ses propres règles. À leur tête, un avocat de 58 ans, Bill Donovan, qui va réécrire les règles de la guerre. Ces agents secrets vont bientôt affronter complot et trahison en Afrique du Nord, leur baptême du feu en quelque sorte. Ce sont ceux de l'OSS.